J'ai juste une petite trompe dans la musique. Donc, évidemment, il y a une tension entre, par exemple, le nationalisme, son côté English, et cette idée de European Unity et tout ça. Je me demande comment on peut résoudre cette tension dans les têtes d'Orwell même, et maintenant, en utilisant Orwell comme une figure peut-être de l'organisation. La deuxième tension, c'est celui entre les côtés qui disent qu'il n'y aura aucune révolution internationaliste. Il ne peut pas être révolutionnaire internationaliste. Et puis, encore une fois, l'idée de l'Europe. Donc, je ne pense pas que c'est assez clair qu'il est dans cette dérive fédéraliste européenne sans façon. Il y a des antagonismes dedans, je pense qu'on peut s'accuser un petit peu. Et puis, juste pour terminer, je me demande si dans toutes ces réunions et ces groupes de travail, est-ce qu'il est vraiment pensé de ce qu'on appelle maintenant les systèmes internationaux? Est-ce qu'il avait dit de ça dans ses discours? Je voulais dire pour de manière générale. Oui, sur l'idée de système international, conseil international, oui. D'abord, quasiment au début, sont tous des partisans des nations dont ils constatent l'échec et donc ils réduisent sa portée pour en faire juste une union de l'Europe. Deuxième chose, il y a quelque chose qui est assez surprenant. Bon, j'ai étudié l'association, mais il y en a une qui est assez intéressante, qui s'appelle Pan-Europe, qui est une section qui est fondée en 1938. Tous ces dirigeants ont écrit une biographie de Talleyrand sur le congrès de Vienne. Ça, c'est quelque chose d'assez parlant. Ce sont deux diplomates, c'est Dave Cooper, qui est ambassadeur de France, ambassadeur de Grande-Bretagne en France, et Harold Nicholson, qui est aussi ambassadeur, surtout connu parce que c'est le mari de Vitas Akli-West, écrivain. Mais tous les deux ont écrit des biographies de Talleyrand. Donc il y a cette idée de concert européen. Enfin voilà, c'est le congrès de Vienne. C'est quelque chose qui ne pourra pas être une fédération. La tension entre le nationalisme et l'européisme, il le résout très bien. Sans trop développer ma thèse qui fait 2000 pages. Il n'y a pas de mouvement. Le mouvement européen n'existe. Il n'y a pas de mouvement européen. Il y a un mouvement français pour l'Europe, un mouvement britannique pour l'Europe, un mouvement italien pour l'Europe. Et chacun a vraiment ses spécificités. Et je montre en introduction par une petite évidence. Regardez quel drapeau ils choisissent pour l'Europe, et regardez quelle capitale ils choisissent, et vous verrez quelle est l'Europe. Et par exemple, au congrès de la Haye, c'était entretué pour le drapeau. Quel drapeau va tomber dans la salle de conférence à la Haye pour décorer la salle? Et donc c'était Duncan Sens, le gendre de Churchill, qui avait choisi ce drapeau. C'était un magnifique drapeau blanc, c'était gigantesque, c'était quasiment 20 mètres de large. Un drapeau blanc avec un E rouge. Ce qui n'est pas très beau comme le drapeau, c'est le premier drapeau de l'Europe. On oublie toujours que le rouge était le premier drapeau de la couleur d'Europe. Alors pourquoi ce drapeau-là? Ça lui a été beaucoup reproché. On a des archives, des correspondances qui donnent l'explication de ce drapeau. Si vous allez dans School of Economics, vous avez tous les dessins à la gauche de Duncan Sens, il y a une vingtaine de projets de drapeaux. Et pourquoi celui-là? D'abord, c'est un E, parce que c'est le E pour Europe, mais aussi pour England. Et c'est le rouge et le blanc en Angleterre. Donc c'est le drapeau le plus anglais aussi pour l'Europe. Donc comment est-ce qu'il aurait... Prenez Victor Hugo. Victor Hugo, oui, il est pour l'Europe. Il est aux États-Unis de l'Europe, il va plus le terme. Quand vous lui demandez quelle est la capitale de l'Europe, il dira Paris. Donc voilà, c'est résumé très simplement, il le résolve très bien. Alors, chacun a sa spécificité. Alors, dans le mouvement pro-européen britannique, bon, il y a des spécificités, la Grande-Bretagne n'en fait pas partie. Donc il n'avait pas cette peur de dissolution de l'État-nation dont on parle maintenant. Ceux qui ne sont pas concernés, c'est pour les autres. On est l'article 47 de la Grande-Bretagne, c'est perçu encore comme une grande puissance. Ça renvoie plus à la question de est-ce que la Grande-Bretagne est une grande puissance dans l'esprit d'Orwell. Dans l'article 47, oui. L'Europe serait la Grande-Bretagne sera socialiste et potentiellement démocrate. Merci à Boris et à Christophe pour la présentation. Alors j'avais juste une remarque et une question pour Christophe. Alors quand je l'ai posé avec le livre il y a un mois et demi, on s'était posé la question de savoir si on avait des raisons de s'en envahir, parce qu'il s'agirait aujourd'hui en fait hier du premier George Orwell en France. Et en l'occurrence, en fait c'est faux puisque c'est déjà devenu un George Orwell, c'est en 84. Et c'était
fait le concept de l'Europe en fait, à Strasbourg. Et le titre du colloque que j'ai retrouvé donc, sur Internet était, je cite, Orwell, l'homme, l'État et la société en question. Alors je me pose, donc je répète, Orwell, l'homme, l'État et la société en question. Et je me pose la question de savoir dans quelle mesure on ne peut pas tenter de trouver ce qui s'est dit en fait à l'occasion de ce colloque, et si effectivement ce n'était pas un épisode parmi d'autres de ce que je décris comme une sorte de lecture sélective d'Orwell, qui va peut-être même jusqu'à la fabrication finalement d'un engagement européiste d'Orwell, comme on dit effectivement towards the European Unity. Et je voudrais juste terminer en te remerciant effectivement d'avoir évoqué cet article qui me semble-t-il est à comprendre, Orwell, qui est notamment dans sa façon de décrire finalement ce qu'on appellera plus tard l'ethnocentrisme finalement. Et bon, c'est en particulier un article qui a été, à mon avis, on doit confirmer ça, mais je ne suis pas certain que ce soit un article qu'on utilise très souvent quand on parle d'Orwell et qui n'a pas. Voilà, c'était un article à mon sens extrêmement important. Bon, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout ce colloque, mais j'allais dire la date 1984, donc on voit très bien qu'est-ce qu'on cherche à Orwell, c'est pas l'Europe. C'est 1984. Le Conseil de l'Europe a quand même une particularité. C'est d'abord un des rares aboutissements concrets du Congrès de La Haye organisé par Churchill. Churchill a appelé la création d'une grande assemblée européenne, et sa grande assemblée, il l'a créée à Strasbourg. Pour des raisons assez particulières d'ailleurs, parce qu'il dit que Strasbourg c'est bien, parce que ça ne pourra jamais devenir la capitale de l'Europe, parce que c'est très difficile d'accès par les voies chemins de fer, c'est complètement excentré. Donc il veut une Europe, mais pas très, qui ne viendra jamais la capitale, il ne veut pas une Europe fédérale. Donc Strasbourg, parce que c'est un peu difficile d'accès, et une Europe qui garantit les souverainetés nationales. Et c'est aussi une Europe dirigée par les Britanniques. Donc ça c'est ce qu'on rencontre le Conseil de l'Europe. Donc là, qu'est-ce que cherche le Conseil de l'Europe? Bon, c'est l'idéal churchillien, c'est l'anticommunisme, on va dire sur la date. C'est aussi la démocratie, on retrouve ça aussi dans le fédéralisme, mais c'est l'idée de démocratie, mais je ne vois pas du tout la question européenne en fait, ce point-là. Et puis de toute manière, je ne sais pas ce que on pensait, ce que George Orwell aurait pu penser de la fondation du Conseil de l'Europe, mais ce n'est pas le sien. Mais bon, ce sera à voir s'il y a un article sur la question européenne, c'est notamment du tout. Enfin, la date de ma réponse, c'est ça. Going on to lunch.